Je suis Sebastián Pérez Pezzani, je suis un caméléon. Et je vais plonger dans les zones les plus hostiles de la planète. Direction le plus grand bidonville d'Amérique du Sud. Sébastien, s'il voit ta caméra, on va vraiment avoir des problèmes. Faut qu'on parte d'ici. On voit nos sacs. Ils ouvrent et il y avait de la cocaïne dedans, quoi. Et là, on est coincé. Guerre des gangs, trafic de drogue, règlement de compte. Bienvenue au Venezuela, le pays le plus criminogène de la planète. Sebastián Pérez Pezzani piégé au Venezuela. Caméléon, Venezuela, La Poudrière. Mardi 13 mars à 22h30, en exclusivité sur 13e rue. C'était assez symbolique de le Venezuela de la série Caméléon. En fait, il y avait tout. En fait, c'est même pour ça qu'on l'appelait La Poudrière, c'est qu'il y avait un endroit criminogène avec beaucoup de trafic, de drogue, beaucoup de meurtres, beaucoup de guerre des gangs, une situation explosive politiquement, beaucoup de corruption, des gens qui souffraient énormément. Et donc ça a été presque une évidence en fait. J'aime pas dire ce mot, mais the place to be quoi, pour Caméléon. On a une relation assez proche avec Seb. Et Caméléon, là, il me dit, voilà, j'ai une émission, ça se passe au Venezuela, il y aura peut-être quelques difficultés, les journalistes sont plus ou moins interdits d'y aller, mais s'il y a un gros problème, on sera expulsé. Bon, ok, pourquoi pas. En plus, j'adore l'Amérique du Sud. Mon espagnol est très limité, mais quand même, j'arrive à parler avec les mains. Et puis avec Seb, je sais qu'avec Sébastien, je sais que il est très fort en communication. Et puis quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Donc je pars au Venezuela parce qu'il me le dit, il me propose. Et voilà. On s'y attendait un peu, puisque un peu non, parce qu'on a été, on s'est retrouvé à cet endroit, donc au Venezuela. J'ai envie de dire presque au mauvais moment, puisqu'il y avait énormément de manifestations de l'opposition. Et le gouvernement vénézuélien, il réprimait tout ce qui est opposition. C'était assez violent, en fait, comme situation. Nous, on s'y attendait un peu parce que disons que le gouvernement vénézuélien était formé par les Cubains. Donc moi j'avais déjà tourné à Cuba, je savais que c'était un peu touchy de ramener des images, et de la même manière que le Venezuela aussi, quoi. Donc jusqu'au dernier moment en fait, puisqu'on s'est fait arrêter après avoir passé la frontière, jusqu'au dernier moment on était un peu tendus, et donc il s'avérait que nos tensions et nos peurs étaient justifiées, puisque au moment de monter dans l'avion, c'est là où on s'est fait arrêter. Le côté, on va dire entre parenthèses, olé olé de l'Amérique du Sud, je connais. On s'en sort toujours par une pirouette ou une attitude. Donc voilà, maintenant, là, ce qui s'est passé, c'était très dur. Et d'ailleurs, à l'arrivée, très rapidement, on a senti quand même une pression. On arrivait à un moment donné où ça se durcissait. Et là, on commence pas à tourner de suite, mais le deuxième jour, on commence à tourner un peu. Et le soir même, il y a déjà des manifs où il y a des morts. Quand on est passé devant le juge, c'est le moment où moi j'ai eu plus peur. Voilà. Donc, mais c'est indépendamment. Alors il y a deux façons de voir ce film. C'est le tournage en lui-même. Donc il y a eu quand même aussi quelques frayeurs, notamment au moment où on va pétarer. Donc c'est pour interviewer et rencontrer les malandres, ceux qui font des kidnappings et du trafic de cocaïne. Et l'autre partie du tournage qui arrivait, qui n'était même pas un tournage, c'était notre arrestation et notre emprisonnement. En fait. J'ai eu le plus peur et l'appréhension, on va dire, c'est les gangs qui kidnappent les individus. Donc ça Seb, j'ai dit, franchement, il faut être sûr de son coup parce que ça peut être, ils peuvent, d'un coup, si c'est du fric, ils peuvent aussi nous prendre en otage, hein, on ne sait jamais. Hein. Ouais. Comme la situation est un peu confuse, je vois très bien à la télé, tout ça dans la rue, qu'il y a des manifestations, c'est ça. La politique, ce qui se passe dans la rue, je me dis, bon, si on se fait piquer, on sera expulsé. En fait, c'est ça.
Mais les gangs, on ne sait pas très bien où on va. Bah là, à ce moment-là, on se dit qu'on est on est embarqué dans un truc qu'on maîtrise plus là. En fait, le moment où tu passes de journaliste à trafiquant de drogue, tu sais que tu n'as plus les mêmes armes pour te défendre. Et là, tu fais une marionnette, quoi. Donc, du coup, à ce moment-là, on se dit qu'on peut partir très longtemps, en fait. Ouais. Voilà. 6 personnes viennent nous voir à la zone internationale. Ils nous font comprendre, vous êtes journaliste. Là, on dit oui. On peut voir les rushs. Non. C'est Seb surtout qui a dit non. Il est resté dans sa position. On ne montre pas les rushs. Et là, ça a commencé dans une période de silence. On a joué au chat à la souris. Et puis moi, j'ai une fille qui était du groupe, m'a fait entendre avec un translateur, pendant que Seb était un petit peu interrogé comme ça, prison, vérité. Je faisais le gars qui ne comprend pas l'espagnol. J'avais un rôle, j'ai dit, je laisse faire Seb, moi je suis en arrière, on verra ce qui se passe. Ils s'en vont, il y a un militaire qui arrive, je pense que c'est... Alors là, je pense pour aucun des deux, on pense à une manipulation de drogue où on peut être retenu, on peut rater l'avion, mais on ne pensait pas que ça allait être aussi dur. Ouais. Donc il y a des 6 personnes s'en vont, c'était les services secrets en fait. Et arrive un militaire, un seul, qui nous fait sortir de la zone internationale. Je pense qu'avec le recul, on aurait pu rester en zone internationale, mais on reste jusqu'à quand? Donc finalement on a suivi et là on passe dans la partie chez eux, là on descend dans les sous-sols de l'aéroport, on va au centre anti-drogue, on nous met de côté, papa, ils nous font un peu mariner, mets-toi là, non mets-toi là, ils disent rien, d'un coup il y a 2 gars qui ramènent nos sacs, bien après. Et rétrospectivement, c'est vrai quand on était en haut dans le hall, à travers la vitre, on a vu qu'il y avait des sacs qui descendaient, c'était les nôtres finalement. Et là, les 2 ouvrent les sacs, ils commencent par Seb, dans un livre, même pas caché, il y a une enveloppe avec de la drogue. Et là, on se dit, aïe, ils nous le font à l'envers. Là, boum. Là, je sais un peu... Enfin, là, je me dis, on part dans un scénario, ils veulent nous faire mal. Les 10 jours de détention, on va les diviser il y a 2 parties, en fait. La première, où on se dit qu'on va rester longtemps et justement on est une marionnette, on va pas pouvoir s'en sortir. Et puis il y a ce moment où on arrive à voir le ministre de la communication du Venezuela. C'est assez intéressant d'ailleurs, c'est le ministre de la communication dans les pays qui sont un peu dictatoriaux. La communication, c'est très important en fait. Comme c'est des gouvernements qui veulent, qui ont l'intention de tout maîtriser. Et au moment où on a vu le ministre, on a senti que quand même les enjeux étaient au-delà du trafic de cocaïne, quoi, pour lequel on était accusé. Et à partir de ce moment-là, ça s'est un peu relâché. On a su que, parce qu'on a deviné que les choses bougeaient pour nous. Voilà. Surtout qu'on est entouré de trafiquants de drogue qui te disent bah, t'es parti pour 8 ans, quoi. Ouais. Ah oui. Comme nous. Voilà. Et ils nous avaient mis 30 grammes de cocaïne chacun, à peu près, hein, dans les valises. Et c'est intéressant parce qu'ils en avaient mis 36. 36 pour moi et 34 pour Didier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 30 grammes, tu es considéré comme trafiquant international. Et tu peux prendre 8 ans. De la même manière que tu prends 8 ans si tu avais essayé de passer 4 kg de cocaïne. En fait, ils nous avaient mis juste ce qu'il faut pour nous inculper de trafic international de cocaïne. Ouais. Voilà. Donc là, et quand tu apprends, tu as les infos petit à petit, en fait, les gens à l'intérieur de la prison, les vrais trafiquants te disent bah oui, 34 grammes, et bah mon pote, tu en as pour 8 ans minimum. Et 8 ans minimum dans les prisons vénézuéliennes, c'est pas une bonne nouvelle. Et là, bien, après, on est parti dans un camion et on arrive dans un lieu, on ne sait pas, on a fait à peu près 10 km dans la ville avec les menottes. Les menottes, c'est difficile. Hein. Quand ils mettent les menottes, là, je ne vous dis pas, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que le cerveau, il dit, moi je sais que Didier, où c'est que tu es là. On rentre dans une cellule et là, il y a une grille, une porte-grille, il n'y a pas de fenêtre, on est 17 dans 22 mètres carrés.
avec des jeunes tatoués, des dealers, bon, ça fait un peu peur comme ça, mais finalement c'est assez sympa, ils commencent à parler avec nous, et puis eux ils disent, bon vous êtes journaliste, on connaît l'histoire, hein. Ah vous avez une bonne histoire, c'est pas mal. Combien 34 et 36 kilos. Waouh, les jeunes, 36 kilos, bien, la French Connection revient. Enfin, ça, c'est la rigolade, hein, mais c'est comme ça. En plus, c'est Seb qui est en espagnol, donc moi, il me traduit, donc on est plutôt... voilà. Et en fait, quand ils découvrent qu'on est journaliste, au fur et à mesure de la détention, ils comprennent qu'on est vraiment journaliste et qu'on s'est fait farcir. Couché par terre la nuit, il fait 40 degrés dans cette pièce petite. Il y a un petit ventilateur, il n'y a pas d'extracteur, il ne marche pas. Moi, je craque, dans la nuit, je craque. Ils me font sortir. Seb, alors c'est ça qui est bien. Seb traduit. Et donc, ils me font sortir la nuit. Ils me mettent en bas de l'escalier, attaché quand même avec une chaîne, à même le sol, avec un petit matelas. On avait un disque dur sur place, de sécurité, à quelqu'un, qui a été envoyé 5 mois après. Une sécurité qu'on avait, puisqu'on s'attendait quand même peut-être aussi à être fouillé, et on avait peur que les images soient retenues, mais on avait laissé un disque dur quelque part. Tout est gênant à partir du moment où ils veulent pas donner une mauvaise image du Venezuela. Donc tout ce que j'ai fait, c'est donner une mauvaise image du Venezuela. Ils veulent donner l'impression que le Venezuela, c'est un paradis. Voilà. Mais ça l'est pas, c'est plutôt l'inverse, quoi. Non, parce que eux, ils ont récupéré les disques durs qu'on avait. Enfin, on avait copié les images sur un disque dur de sécurité. Eux, ils ont vu toutes les images, mais bon, après, ils les ont retenues. Hein. Nous, on a récupéré un disque dur après, à côté, quoi. Ouais, donc eux, ils ne vous ont rien rendu, en fait. Ils nous ont rien rendu. Ah oui. Voilà. Donc, Non, ils ne voulaient pas. Donc après, maintenant, nous, on a réussi à voir le film, quoi. Pas de la même manière. Si c'était à refaire, je le referais, mais je prendrais beaucoup plus de précautions, notamment pour les 2 journalistes qui m'ont aidé à faire le film, les 2 journalistes vénézuéliens, qui ont dû, eux, s'exiler, ils ont dû quitter le pays, en fait, après. Voilà. Mais je leur ai demandé s'ils voulaient apparaître dans le film, et justement, ils m'ont dit oui, c'est notre travail. Nous, on est des guerriers et on se bat justement pour que les gens sachent ce qui se passe dans notre pays. Et donc, on n'a pas envie d'être floutés. Eux, ils ont dû partir du pays. Donc, il y en a un qui est en Équateur et l'autre en Colombie. Donc, ils ont dû s'enfuir du pays parce qu'ils étaient recherchés par le gouvernement. Voilà. Tout comme moi, en fait, je ne peux plus retourner au Venezuela parce que je suis considéré comme fugitif de prison. Ah oui? Ouais. Oui, parce qu'en fait, on a été sortis par les voies diplomatiques. Et du coup, la juge qui devait nous différer dans le parquet à Caracas, dans le dossier, c'était marqué, ils ont disparu de la prison, quoi. Donc, elle dit, hop, boum, fugitif. Oh. Claque, hein, c'est classe, hein, non? Être fugitif au Venezuela, quoi. Je suis fugitif de prison. Voilà. Papillon. C'est pas après Caméléon, Papillon. Avec Sébastien, oui. Mais est-ce qu'il veut le refaire maintenant, Sébastien? La question est posée. Mais oui, on peut partir avec des gens, avec quelqu'un de fort, on peut le faire. Mais quand même, j'apprends un peu. Ouais. Mais c'est mon métier. Par exemple, j'aurais pas fait un sujet sur Daesh, même avec Seb, j'aurais pas fait, quoi. Alors j'essaye en ce moment de trouver... J'ai des sujets comme ça, que j'ai présentés à 13e rue. On travaille toujours un peu en collaboration. Hein. Je fais pas les... Parce que je propose des fois des sujets qui sont dangereux. En fait, on essaie d'évaluer maintenant, en fait, le pourcentage. On a un petit curseur qui se dit non, hein. Moi, j'ai encore placé le curseur très haut, hein, et donc on me freine un peu. Ils ont peut-être raison, hein. Donc la prochaine destination, ça devrait être la Colombie. Ça se passe dans le sud de la Colombie, à la frontière avec l'Équateur. Il y a une personne qui s'appelle El Guacho, qui est dissident des FARC, qui a récupéré, parce qu'il y a eu des accords de paix entre le gouvernement et les FARC, et lui, il a décidé de continuer le combat. Et en fait, ce qu'il appelle le combat, lui, c'est le trafic de cocaïne. Il a récupéré les armes
les munitions et les explosifs des FARC. Et il règne un peu sur la région sud de la Colombie et il fait du trafic de cocaïne. Et c'est l'homme le plus recherché de Colombie, El Guacho. Voilà. Donc le sujet va s'appeler Farc and Furious. Ouais. C'est ça. J'étais bien préparé pour le Venezuela. Non, c'est les préparations, on se prépare du mieux possible à chaque fois. Hein. De toute façon, on est toujours sur la limite. Sur cette série, on est un peu, c'est toujours. J'ai plongé dans des mines d'or sans aucune sécurité. Je me suis retrouvé coincé. C'est toujours limite. Donc la préparation, elle se fait. C'est aussi bien physique que tout un peu tactique, j'ai envie de dire. C'est avec les gens sur place, on essaye d'évaluer les dangers et puis on se dit on y va pas. C'est souvent aussi les gens sur place qui me disent c'est bon, on peut y aller. Alors dans ce cas-là, faut que je contacte des gens qui sont pas moins fous que moi. Ça fait.